Oui, Bonjour tout le monde. Salut Omid. bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Ma présence ici est totalement absurde parce que euh, euh, je n'ai rien à voir avec l'université, c'est évident. J'ai jamais foutu les pieds à l'université, j'ai aucune intention d'y foutre les pieds ni autre chose. Et la seule fois où j'ai fréquenté un peu l'université, c'était pour y écouter et discuter avec mon grand ami Gilles Deleuze à Vincennes et à Saint-Denis, où tu es en ce moment, si j'ai bien compris. Et je me précipitais vers la sortie, aussitôt fini ce travail-là, qui était d'ailleurs déjà un travail collectif. Mais je tenais à remercier ton directeur de thèse, M. Dussigne, et toi-même, pour cette occasion, parce que je pense qu'il y a quelque chose de plus important que tout ça. Ce sont les liens d'amitié, d'estime et de solidarité entre artistes. Je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et on peut les avoir d'ailleurs avec des artistes d'autres époques que la nôtre, hein, parce que justement, l'art permet de transcender ce que Mallarmé appelait ce petit ruisseau calomnié. Et je tenais à te le dire en face, même par Zoom interposé, que j'ai énormément d'estime pour ton travail et que je trouve totalement exemplaire. Tout ce qu'on vient d'entendre, tout ce que tu nous as expliqué, euh, me confirme cette estime. Euh, Comment te dire cela sans avoir l'air de trop te flatter? euh, Tu sais, personnellement, que j'ai arrêté de faire des happenings il y a 50 ans, au moment de mai 68. Parce qu'il y avait à l'époque un ministre, aussi crétin que les autres, qui s'appelait Edgar Faure, qui était ministre prétendument de l'éducation nationale, comme si l'éducation nationale pouvait exister. C'est déjà une folie d'employer ces deux mots-là. Et il a dit, à propos de mai 68, que mai 68 était un happening. Et je lui ai envoyé un télégramme pour lui dire « Bravo, ministre, vous avez compris quelque chose ». C'est exactement ça. Mais c'est un happening tellement énorme, constitué par la plus grande grève générale de toute l'histoire du capitalisme, avec des occupations d'usines, par les ouvriers eux-mêmes, évidemment, la transformation euh, de tous les rapports sociaux, des occupations d'universités, de bureaux, de lycées, etc. On a vécu dans un petit espace-temps de quelques mois une véritable révolution. Évidemment, c'est la droite qui a gagné après, mais superficiellement seulement. En fait, mai 68, à mon avis, c'est une hypothèse comme une autre, en fait, continue encore aujourd'hui, justement par des expériences humaines, philosophiques, spirituelles, artistiques et politiques comme celles que tu viens de décrire. Toi et tes amis, dans votre pratique du travail collectif, de l'invention collective de l'objet et des techniques, vous vivez un microcosme, vous animez, vous inventez un microcosme qui en fait continue parfaitement euh, à votre manière et dans d'autres latitudes, là où tu es très nomade, déjà par ton nomadisme, tu prouves que ce que je dis n'est pas faux. Et je pense que c'est Félix Guattari qui parlait de deux types de révolutions, la révolution moléculaire et la révolution molaire. Et la révolution molaire, c'est précisément quand il y a dispersion. Parce qu'il y a dans la vie humaine, sociale, personnelle et politique, toutes sortes de façons d'envisager
la contamination. Et puisque nous sommes en pleine période de Covid, nous subissons quelque chose d'horrible et de négatif qui est une pandémie. Mais il y a d'autres façons de répandre les germes de la liberté. Et l'art, justement. Je crois que l'art est l'inverse du Covid parce qu'il permet, en partageant cette expérience avec d'autres, avec des personnes avec qui on partage l'essentiel, ça s'appelle des affinités électives, hein, on arrive à réinventer le monde et à réinventer notre rapport au monde. Alors, je ne vais pas intervenir ici dans des termes académiques, d'abord parce que j'en serais bien incapable, et ensuite parce que je n'ai aucun titre à le faire, puisque je suis professeur de rien, et je suis là en tant que ton ami, et c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. Comment te dire? Tout à l'heure, ton directeur de thèse a énuméré un certain nombre d'expériences de création collective. Bon, c'est pas grave, mais il a oublié quelque chose de très important, c'est le Living Theatre, qui, dans les années 50 et 60, précisément, a sorti le théâtre des salles de spectacle, a réinventé une façon de non hiérarchiser, non hiérarchiser d'entreprendre le travail collectif et, par exemple, d'abolir la différence des salaires entre acteurs, metteurs en scène, auteurs des décors et musiciens, etc. Pour la bonne raison que chacun et chacune des participantes et participants étaient tous là à la fois. Donc, pas de spécialisation, n'est-ce pas? Et si j'ai bien compris ce que j'ai entendu et vu tout à l'heure de très, très intéressant par rapport à tes expériences en Inde, il n'y a pas de hiérarchie entre vous, puisque vous travaillez vraiment ensemble et dans une espèce de collectif qui est en même temps mental et physique. Et on pourrait peut-être élargir un peu le cercle et parler du jazz. Parce que le jazz, et notamment le free jazz, a donné des très, très beaux et très grands exemples de création collective. N'est-ce pas? Par exemple, dans son merveilleux disque de 1960, Ornette Coleman, le grand saxophoniste, a donc enregistré un disque qui s'appelait Free Jazz, sur la couverture duquel il y avait d'ailleurs la reproduction d'un tableau de Jackson Pollock. Et sur la couverture du disque, il dit ceci, je cite approximativement, « Nous étions tous en train de créer avec une telle intensité de liberté que nous ne savions même plus qui jouait quoi. » C'est-à-dire, c'est vraiment le collectif. Et c'est ce que les alchimistes appelaient l'atanor, c'est-à-dire l'invention de quelque chose qui n'est ni toi ni moi, la multiplication des deux. Et je crois que je ne vais pas intervenir sur le contenu de ta thèse, parce que d'abord, je ne l'ai pas lu, mais je ne réagis que par rapport à ce que j'ai entendu là tout à l'heure. Et juste un petit mot quand même, avant de vous quitter, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Je pense qu'on ne peut pas parler de performance happening ou de happening performance. Je crois qu'il faut quand même avoir quelques notions de chronologie historique, même à l'université. Il ne faut pas dire n'importe quoi. On sait que, tu sais aussi, parce que nous en avons parlé, et puis tout le monde le sait d'ailleurs, que ça a commencé vers 1958, quand Alan Capro, le grand Alan Capro, a employé pour la première fois le terme happening, mais en référence à une intervention très précise qui a eu lieu en 1920 à la foire Dada de Berlin, entre Mehring et Gross, et surtout
en référence à Artaud, à Antonin Artaud, sans qui nous ne serions pas là du tout, n'est-ce pas? Fondamental, la subversion de toutes les catégories, de toutes les hiérarchies, entre dessin, expérience physique, expérimentation psychique et politique, et théâtre. Explosion du théâtre en autre chose. Antonin Artaud, hein, on n'a pas fini du tout avec Antonin Artaud. Et j'en discutais, je crois que je t'en ai parlé, avec Alan Capro, d'un autre point commun fondamental, qui est le merveilleux film de Jean Rouch, tourné au Cameroun, qui s'appelait Les Maîtres Fous. C'est une société secrète, je vais très vite, hein, j'essaye de résumer. Les Maîtres Fous, c'est une société secrète dont on suit les membres, qui sont ou chauffeurs de taxi, ou terrassiers, ou garçons de café, ou autres, dans la ville de Douala, mais qui se réunissent secrètement, plus ou moins secrètement dans la forêt vierge, et qui se livrent à des rituels extrêmement précis, qu'on pourrait absolument, dont on pourrait absolument dire qu'ils étaient précurseurs de ce que nous autres, on appelle des happenings. Il y a à un moment donné un des officiants qui prend un œuf, qui se le casse sur la tête, et sur son crâne, il devient un officier britannique avec un shako, parce que l'œuf, c'était le shako. Un autre devient une locomotive. Il devient une locomotive, hein, vraiment. Et un autre, alors là, ça devient un peu bizarre, mais c'est comme ça aussi la vie. Il se met à manger un chien vivant. Bref, ça s'appelle la transe. Ça s'appelle la magie noire et ça s'appelle l'inconscient. Et je crois que nous venons tous de là, plus ou moins. Ça ne veut pas dire qu'il faut répéter ce qui a déjà été fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger happening de 58 à 68, et après ça s'arrête, ça devient autre chose. Il ne faut pas mélanger avec les events fluxus, surtout pas. À partir de 62, c'est-à-dire 3-4 ans après, les happenings, à Wiesbaden, George Maciunas a créé Fluxus et a inventé le Fluxus Event, qui est plutôt dans le format du numéro de cabaret, parce que les gens de Fluxus et Maciunas en particulier admiraient beaucoup les futuristes italiens, et donc ils adoraient détourner ce format de numéro de cabaret. Et puis, dans les années 80, les performances. Donc, Marina Abramovic, que nous avons entendu ou que nous allons réentendre, est un parfait exemple. Et il y en a des milliers d'autres, bien entendu. Donc, il ne faut pas confondre tout. On peut mettre toutes les activités collectives, surtout, dans la catégorie de l'art-action. Je crois que Arnaud Labelle-Rojoux, dans ses livres, a très bien développé tout ça. Mais il ne faut surtout pas tout confondre parce que nous parlons de choses très, très différentes. Et ce qui m'intéresse énormément dans ce que j'ai entendu et vu de ton travail, Omid, c'est que tu continues dans cette orientation-là de réinventer ce qu'on appelle grosso modo le vivre ensemble, le créer ensemble, le travailler ensemble et le penser ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir des robots universitaires ou autres. Hein. Ça veut dire qu'il faut prendre ses responsabilités en tant qu'être humain et, comme disait l'autre Raymond, la poésie doit être faite par tous et non par un. Et je crois qu'on peut en dire autant de la réaction. Alors, salut Omid, merci pour tout ce que tu fais de merveilleux et salut aussi tes amis de Téhéran. Et encore une fois, merci pour votre courage parce qu'on sait que sous un régime théocratique, on ne jouit pas de la même possibilité de s'exprimer que dans les fausses démocraties comme la nôtre ici en France, où le racisme et le capitalisme, on le sait, on le voit tous les jours, est de plus en plus
épouvantable, mais il ne faut pas mélanger non plus les démocraties libérales avec les théocraties ou les dictatures. En tout cas, tu es le bienvenu, tu l'as été et tu le seras toujours. Salut, Omid.